armée syrienne, de ses potentiels de répression et surtout des déserteurs dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. Y a-t-il, à votre avis, une sorte d'armée de résistance, et là je pose la question à tous les quatre selon vos renseignements, une armée de résistance qu'on pourrait appeler une armée de l'ombre, qui est en train de faire le travail que les révolutionnaires ou les rebelles sur place, de par leur volonté de garder le pacifisme, n'ont pas réussi à faire. Bernard Valero, est-ce que là-dessus vous avez des informations ? Moi, je crois que s'il y a une armée de l'ombre, comme vous dites, eh bien, ce sont les Syriens eux-mêmes. Les Syriens eux-mêmes qui forcent l'admiration par leur courage, leur détermination. Vous savez que ça fait 8 mois que ça dure, cette affaire. Ça fait 8 mois que ça dure et que jour après jour, on a des dizaines de morts en Syrie. Et malgré tout cela, on a ce peuple qui est debout dans la rue. Et jusqu'à présent, de manière générale, pacifiquement. Donc la plus grosse menace contre le régime de Bachar el-Assad, précisément, c'est son propre peuple. Le courage de son propre peuple, la détermination de son propre peuple à rester debout et à continuer à demander de la démocratie. Quand il prend des coups et quand il prend... Y compris quand les gens tombent sous les balles des snipers, sous les tirs de chars dans les rues, dans les maisons, y compris également, parce que ça c'est une autre face, on parle beaucoup des personnes qui tombent sous les balles et qui perdent la vie, mais des milliers d'arrestations depuis 8 mois, ce sont des milliers de Syriens qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent torturés, qui perdent la vie en prison. Des cas de cette tragédie, on en a évidemment des dizaines, des centaines, des témoignages, on en recueille quotidiennement. Il ne se passe pas un jour sans que le matin on se dise combien va-t-il y avoir encore de morts en Syrie d'ici la fin de la journée. Et donc, justement, ce n'est pas extensible, ça ne peut pas durer ad vitam aeternam, cette constatation. Et c'est bien la raison pour laquelle on est mobilisé pour que ça s'arrête. Mais précisément, je crois que la grande menace pour Bachar el-Assad, c'est son propre peuple qui ne désarme pas dans sa détermination à essayer de changer le cours de l'histoire dans ce pays. Premièrement. Deuxièmement, effectivement, on commence à voir se produire un phénomène d'effritement, d'érosion des forces militaires du pays, avec bien sûr le risque effectivement que cela peut entraîner de confrontations, alors là pour le coup de confrontations armées, entre ceux qui restent encore dans les rangs et ceux qui ont décidé qu'ils ne pouvaient plus continuer comme ça et qui retournent leurs armes contre les forces de sécurité. Ouellah Hafez, que sait-on de cette armée justement libre de Syrie, de ces officiers qui se sont réfugiés parfois en Turquie, parfois au Liban? De quoi disposent-ils et est-ce que politiquement ils ont une couleur particulière? Tout à fait. Si vous voulez, ils ne sont pas qu'au Liban et sur la frontière avec la Turquie. Ils sont à l'intérieur de la Syrie. De combats qui tournaient, exemple, hier à Daraa, cette nuit, la nuit dernière, ce matin et ce midi à Deir ez-Zor, Boukamal, un peu aussi continu à Homs, à Hama. Ils ne sont pas à la frontière, ils sont à l'intérieur de la Syrie. C'est des hommes, vraiment, c'est des héros, c'est des vrais nationaux qui ont quitté l'armée de ces régimes illégitimes pour tuer le peuple. Ils ont quitté, ils ont refusé d'obéir et ils vont s'allier avec la révolution. Combien sont-ils à peu près? Est-ce qu'on peut évaluer nos chiffres s'évoluent tous les jours, croyez-moi, tous les matins. Donc actuellement, c'est entre 12 à 15 000. Vraiment des hommes qui ont refusé, qui sont dans le combat. Mais face à 200 000 hommes qui, eux, sont dans le rang et dans la loyauté au régime. Oui, tout à fait. Mais le problème, ça a grandi. Nous, donc, on fait tous nos efforts actuellement pour garantir l'interdiction de vol. Au moment où on peut assumer ça et assurer, croyez-moi, moi, j'ai beaucoup de promesses de haut, très haut gradé, qu'ils vont se séparer et s'aligner à la révolution. Donc tout le monde actuellement, l'armée, services secrets, les autres, ils savent que la fin du régime d'Assad, c'est terminé. Donc c'est le 8e mois, on commence la 9e. Bientôt le génie qui s'appelle Liberté, ça va accoucher la Syrie, un génie de liberté qui ça va donner une lumière pour toute la région, tout le Moyen-Orient. Ziad Majed, le génie de la liberté, quand il vient chez les militaires après 8 ou 9 mois, à quoi peut-on l'attribuer? Est-ce que c'est vraiment aussi magique que le terme génie le laisse penser?
Il faut peut-être dire que l'armée syrienne n'est pas mise dans la rue face aux manifestants. Il y a une division dans l'armée qui est la 4e division, dirigée par le frère du président Maher al-Assad. Il y a la garde républicaine qui est dirigée aussi par un proche et Maher al-Assad y est influent. Et il y a à peu près 12 000 hommes qui sont les Shabiha ou les voyous, qui sont des paramilitaires recrutés, qui étaient soit des anciens condamnés dans des prisons, soit des gens qui faisaient des travaux illégaux, qui sont recrutés également pour la répression et pour tirer sur les gens. Chaque fois que l'armée est envoyée, ou bien que certaines troupes autres que cette structure fidèle au régime est envoyée pour confronter le peuple, il y a des déserteurs, il y a des soldats qui refusent, mais la majorité des troupes de l'armée sont obligées de rester dans les casernes, ils sont sous surveillance, il y a parfois de l'aviation, des hélicoptères qui les surveillent, et d'ailleurs c'est ça, quand on parle d'aviation syrienne, c'est surtout pour empêcher des troupes de l'armée de quitter les casernes ou bien de déserter en refusant de tirer sur le peuple. Donc c'est l'armée qui se surveille elle-même par les services de renseignement. Par les services de renseignement. Et la structure sécuritaire en Syrie et toutes ces branches de sécurité, depuis le temps du père, ont été formés pour toujours maintenir la peur, même entre eux, pour qu'il y ait toujours l'arbitre, pour qu'il y ait toujours besoin du président qui sera entre toutes ces divisions et toutes ces branches sécuritaires en train de faire le jugement. Mais de plus en plus, la base même politique au sein de l'armée et du club au pouvoir est en train de se rétrécir. Aujourd'hui, on parle de 5 ou 6 personnes qui sont tous de la famille. Il y a 2 frères, le président et son frère. Il y a 2 cousins qui sont aussi des officiers du côté de la mère et du père. Et il y a d'autres officiers qui sont très proches de la famille. D'autant plus que les anciens officiers qui ont participé avec le père au massacre de Hama et à la répression des années 80 ont été également invités pour aider à contenir cette contestation. Et malgré tout cela, je pense qu'il y a de plus en plus de gens convaincus que ça ne va pas marcher et que la mobilisation n'a pas cessé. Depuis 3 jours, il y a eu plus de 100 morts en Syrie, 71 morts juste hier. Les jours les plus meurtriers. Et les gens continuent à être dans la rue et surtout veulent que le mouvement reste pacifique. La force éthique et politique du mouvement et la terreur pour le régime, c'est le fait que ces gens-là sont pacifiques. Alors justement, les soldats se défendent parfois, mais je pense que c'est des cas isolés. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction justement avec ce mouvement des déserteurs qui, eux, et là je pose la question à Bernard Rougier, qui, eux, ont pour objectif effectivement de briser, disons, cette tendance presque angélique, mais au sens positif du terme, à vouloir rester pacifiste ou pacifique. C'est le risque de la situation. Pour avoir une analyse désenchantée, c'est le risque. Évidemment, on comprend très bien que les soldats refusent de tirer et que vous avez raison, leur comportement est héroïque dans des conditions où ils sont menacés de faire sécession. Mais le risque, c'est qu'évidemment, ils passent de façon ponctuelle à l'action armée, à leur tour. Et c'est tout à fait logique. Et ils prennent le risque, évidemment, de militariser le mouvement, ce qui est exactement ce que le régime attend. Alors pour le moment, ça ne prend pas une dimension, heureusement, trop forte. Et le mouvement garde sa dimension pacifique. Mais précisément, s'il y a militarisation du mouvement, il sera plus facile au régime de s'adresser aux Alaouites en les considérant comme un bloc et à leur dire « vous êtes existentiellement menacés par des gens qui tireront sur vous si nous tombons ». Les Alaouites restant une minorité malgré tout. Restant une minorité, mais une minorité, j'allais dire que ça fait plusieurs milliers de personnes. Ouais. Même discours vis-à-vis des chrétiens, même discours vis-à-vis des druzes, même discours vis-à-vis des sunnites qui ont des intérêts communs avec le régime depuis 10 ou 20 ans. Donc ça, c'est le grand danger. Et dans une situation qui est quand même une situation où très souvent tout à fait décentralisée, où on a du mal, même s'il y a de la communication à l'intérieur de ce mouvement, je dis ça sous votre contrôle, il y a ce risque. Le rêve du régime, au fond, c'est de recommencer, c'est de refaire Hama 82. Oui, c'est de tout à coup de pouvoir localiser une opposition armée et de la réduire en disant, vous voyez, nous étions menacés par des groupes armés terroristes, légitimés dans notre action. Et nous étions légitimés dans notre action. Je voudrais justement qu'on aille à Beyrouth, à ce propos, rejoindre notre correspondant Selim El-Medeb, qui nous parle justement de l'impact de cette désertion syrienne et surtout de la manière dont elle peut précisément influer sur le cours des choses dans un sens peut-être qui n'irait pas dans le bon sens, comme venait de le dire Bernard Rougier, à savoir la militarisation d'un conflit.
Alors tout à fait, en fait, là, ce à quoi on assiste, c'est la militarisation du conflit. Et en termes de rapport de force, il n'y a aucune question possible, c'est-à-dire que l'armée syrienne loyaliste est bien plus forte et restera bien plus forte que l'insurrection. On a d'un côté 10 000 hommes réclamés par l'armée syrienne libre, et de l'autre côté, on a 200 000 soldats professionnels dans les rangs de l'armée syrienne, dont 70% sont alaouites, donc de la confession à laquelle appartient le président Bachar el-Assad. Ce sont des troupes loyales, bien armées, puissantes. Donc le risque, c'est une situation de guérilla, puisqu'on le voit aujourd'hui sur le terrain. D'un autre côté, l'armée n'est pas capable d'écraser les soldats déserteurs de l'armée syrienne libre. Donc elle n'est pas capable d'obtenir une victoire militaire totale. La Homs, ça fait plusieurs semaines qu'elle essaye de le faire, elle n'y arrive pas. On voit que le mouvement semble avoir pris racine maintenant dans le sud du pays. On a eu des combats très importants hier dans la province de Dera. Donc le risque, c'est de se retrouver dans une situation d'impasse avec une guérilla sur le terrain, mais pas d'évolution et aucun des deux adversaires qui soit capable de l'emporter en fait militairement. Merci Selim. Il y a une phrase qui me frappe moi dans ce que la Ligue arabe a dit. Elle a préconisé avant tout la sauvegarde à tout prix des civils. Moi, ça me rappelle ce qui a présidé à l'intervention et à la résolution 1973 de l'ONU. Il s'agissait bien de préserver la vie de civils, Bernard Valero. Oui, ça, je confirme effectivement que la préservation de la vie des civils est tout à fait essentielle, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. La différence, c'est que on est bien sûr, la Libye n'est pas la Syrie et vice-versa, premièrement. Deuxièmement, ce qui a été fait en Libye l'a été fait dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité, et exclusivement dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité, à la demande d'ailleurs, souvenez-vous, de la Ligue arabe, qui l'avait demandé à l'époque. Là, nous sommes dans une situation qui est totalement différente, puisque même une résolution de type mineur, si je puis dire, qui ne comporterait qu'une condamnation des agissements criminels du régime syrien contre sa population, même un texte comme ça ne peut pas passer aujourd'hui au Conseil de sécurité. Et pourtant, vous disiez les lignes bougent. Même ceux qui sont les plus réfractaires disent on ne peut plus accepter complètement ce qui se passe. C'est bien la raison pour laquelle nous continuons à travailler d'arrache-pied à New York, mais pour le moment, il y a 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui l'ont déjà fait et se disent prêts à le refaire si on remettait un texte immédiatement sur la table, ont voté non. Et ne veulent pas que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est quand même le cœur de la communauté internationale, qui est la source du droit international, se prononce sur ce qui est en train de se passer en Syrie. Excusez-moi, est-ce qu'il y a en Syrie, parmi les manifestants, parmi la rébellion syrienne, des franges qui souhaitent une intervention militaire internationale? Bien sûr, parce que la situation en Syrie, si on regarde, en pensant que le Conseil de sécurité, elle bouge pas, elle va prendre décision, elle ne prend pas. Donc c'est une non-assistance aux personnes en danger. Notre peuple il souffre d'un génocide, d'une guerre ouverte déclarée par Assad et son régime et l'armée. Donc si ils ne vont pas prendre décision, la Ligue arabe, déjà, nous, on a donné notre discours qu'elle va monter ça au niveau du Conseil de sécurité. Économisons le temps et les efforts. Elle va placer on économise le temps et les efforts. On ne va pas tourner 10 heures. Donc Conseil de sécurité, où elle prend le rôle. Donc, elle va prendre décision pour aider le peuple syrien, pour les protéger. Ou, s'il y a encore ces menaces, la Russie et la Chine de prendre leurs décisions, leur veto, d'accord, il y a toujours un plan qui remplace. Le plan qui remplace, aider le peuple syrien. Donc, on ne veut pas une intervention à la technique ou à la scénario libyen, pas du tout. Nous, on cherche d'être aidés. Aide civile, médiatique, politique, aide militaire pour l'armée syrienne. Là, on a beaucoup des adhérents, beaucoup de candidats qui vont s'aligner avec l'armée syrienne libre, qu'on va former l'armée de libération. Pour nous, le régime d'Assad, c'est un régime d'occupation, et nous, on cherche notre liberté, on a le droit de se défendre et libérer le pays. Ziad Majed, et vous-même, est-ce qu'on est en train de décrire là j'allais dire les dissensions, non, mais les variantes possibles du nouveau spectre libyen politique?
Je pense qu'il y a beaucoup de différences entre, bien sûr, évidemment, entre la Syrie et la Libye, mais même au niveau de l'opposition syrienne. Et aujourd'hui, on a un Conseil national syrien qui représente la majorité des formations de l'opposition syrienne, qui représente également... Mais qui est contesté aussi. C'est normal. Et tant mieux qu'il y ait une diversité politique et qu'il y ait plusieurs forces politiques. Mais ce Conseil national représente, et on l'a vu dans la rue syrienne à plusieurs vendredis, avec les slogans que les manifestants étaient en train de lever. Il représente aussi les deux structures qui organisent une grande partie de la mobilisation dans la rue, les comités de coordination nationale et la commission générale de la révolution syrienne. Jusqu'à maintenant, on ne parle pas d'intervention militaire. Ils disent qu'ils souhaitent une intervention pour protéger les civils, pour envoyer la presse, pour imposer au régime l'arrivée de journalistes indépendants arabes et occidentaux. Quand je parlais d'intervention militaire, c'était celle qui était une zone d'exclusion aérienne. Alors, une question de zone d'exclusion est une question certainement légitime et doit être négociée. Mais je pense qu'au niveau du Conseil de sécurité, on n'en est pas encore là. Mais je souhaite juste faire une petite précision. Il n'y a pas un conflit armé en Syrie, contrairement à ce qui a été dit et à ce qui a même été dit par notre collègue ou votre collègue à Beyrouth. Il y a eu parfois des soldats qui se protègent, qui protègent des populations civiles, mais ce sont des cas isolés. La révolution syrienne jusqu'à maintenant est une révolution pacifique, et à Homs ou à Daraa, c'est le régime qui est en train de bombarder des quartiers civils et de massacrer la population. Si parfois des soldats se défendent et essayent de défendre les leurs, ça ne veut pas dire qu'on est dans une confrontation militaire. Et les chiffres qui ont été donnés, 70% des soldats sont alaouites, etc., c'est pas précis du tout. Ça ne se précise pas en français dans ces termes. Et l'armée syrienne reflète la société syrienne dans sa complexité, dans la variété de communautés et d'ethnies qui existent en Syrie, un pays extrêmement riche culturellement. Et une des forces de cette révolution, c'est de maintenir l'union nationale et cette diversité politique, culturelle et ethnique présente. Messieurs, je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce débat. C'est une raison de plus pour suivre demain la réunion de la Ligue arabe qui aura lieu à Rabat, au Maroc. Merci infiniment de votre attention.